Le 13 octobre 1972, une aile du vol 571 percute le versant d'une montagne dans un fracas assourdissant. Oui. J'adore, on se croirait dans Affaires sensibles. Dédicace à tous les psychopathes comme Mel qui adorent Fabrice Drouel. Accrochez votre ceinture, ça va secouer. Bonjour à tous. Bon, est-ce que vous vous souvenez de nous? Parce que, avouons-le, on a fait une très longue pause estivale. Puis nous, on se retrouve dans un petit mois pour une prochaine vidéo. Alors on va pas parler d'Antoine Dupont, ni de l'équipe de France qui vient d'affronter l'Uruguay, mais bien de rugby. Mais si vous êtes déjà mis en mode Coupe du Monde, posez-moi votre bière, parce que l'histoire qu'on va vous raconter aujourd'hui, elle n'est pas gaie du tout. Réalisé par Frank Marshall en 1993, les survivants retracent l'histoire tragiquement vraie du crash du vol 571 le 13 octobre 1972 dans la Cordillère des Andes. À son bord, 45 personnes, équipage, famille, membres d'une équipe de joueurs de rugby uruguayenne sont engloutis par la montagne. 16 d'entre eux vont alors réaliser l'impensable pour survivre pendant 72 jours à plus de 3600 mètres d'altitude. Nous sommes le jeudi 12 octobre 1972 et sur le tarmac de l'aéroport de Montevideo, les rugbymen d'Old Christian se chamaillent. La meilleure équipe du championnat local est attendue 1000 km plus loin pour disputer plusieurs matchs à Santiago du Chili. Et s'ils viennent d'un milieu plutôt aisé, pour la plupart d'entre eux, c'est la première fois qu'ils montent à bord d'un avion, et pour l'occasion, l'armée uruguayenne a affrété un Fairchild Healer, un avion sûr, bien entretenu, bref, pour le moment, tout se présente bien. À 8h05, l'avion décolle. Aux manettes, le commandant Julio César Ferradas est un pilote plutôt expérimenté. À son actif, il a plus de 5000 heures de vol. Ce matin-là, le pilote n'a qu'une seule chose en tête, atteindre la Cordillère des Andes avant midi pour échapper aux violentes turbulences qui balayent la zone. L'autre danger pour Ferradas, ce sont les pics andins qui peuvent parfois culminer jusqu'à 6500 mètres d'altitude, soit exactement l'altitude maximale à laquelle peut voler son bimoteur. 1h30 après le décollage, le pilote annonce qu'il doit se poser en urgence à Mendoza, en Argentine. Ils ne sont pourtant qu'à 150 km de Santiago, mais une tempête les empêche de survoler les Andes. Alors ce passage-là n'est pas montré dans le film, mais sachez que les autorités argentines n'ont pas du tout apprécié, qu'un avion militaire uruguayen se pose sur leur sol, et le lendemain, peu après 14h, les passagers sont priés de repartir. Cette fois, le cap est mis vers le sud pour contourner la tempête. Dans l'appareil, l'ambiance est toujours bon enfant, les vingtenaires insouciants s'amusent des trous d'air qui secouent l'appareil. Mesdames et messieurs, mettez vos parachutes, nous allons sauter sur la Cordillère des Andes. En veste de costard et en petits mocassins, les rugbymen ne sont clairement pas préparés au destin funeste qui les attend. En quelques minutes, les pilotes perdent toute visibilité. Alors qu'ils entament leur descente, ils ne se rendent pas compte que les vents contraires ont ralenti leur progression et qu'ils sont en fait toujours au-dessus des montagnes. Les pics enneigés se dressent maintenant face à eux, l'impact paraît inévitable. Le 13 octobre 1972, à 15h32, une aile du vol 571 percute le versant d'une montagne dans un fracas assourdissant. La queue de l'avion est arrachée, certains passagers sont happés, les survivants eux pris, pendant que l'avion poursuit sa course folle sur plusieurs centaines de mètres. La carcasse de l'appareil est maintenant figée à plus de 3600 mètres d'altitude. Les cris de détresse ont laissé place à un silence de mort. Mais sur les 45 passagers, 31 ont miraculeusement survécu. En revanche, le pilote et son copilote sont eux décédés, la radio est HS, bref, les survivants sont livrés à eux-mêmes. Dans la carlingue éventrée, 3 rugbymen étudiants en médecine trient les blessés. Aussi surprenant que ça puisse paraître, dans le chaos le plus total, tout est organisé. Comme sur le terrain, c'est le chef de l'équipe, Mauricio Pérez, qui prend les choses en main et devient en quelque sorte le chef de la survie. Il attribue à chacun un rôle, certains sont chargés d'aller boucher les trous de l'épave, d'autres de rationner les précieuses provisions. À cette altitude, il n'y a ni flore, ni faune, que de la neige que les survivants font fondre pour boire. Le soir, chacun reçoit un bouchon de liqueur, un carré de chocolat et une goutte de dentifrice en guise de dessert. Un menu 5 étoiles. Dans les premiers jours, l'espoir subsiste. Et pour cause, un avion vient de survoler les rescapés, tous s'empressent alors de sortir de l'appareil, ils prennent des valises et forment avec une géante
croix au sol. La scène dans le film est plutôt joyeuse, on les voit se prendre chacun dans les bras. À ce moment précis, ils sont sûrs d'être sauvés. Et là, c'est le moment où je casse l'ambiance parce que les jours passent et aucun renfort n'arrive. En même temps, comment voulez-vous repérer une toute petite épave blanche dans un immense océan de neige ? Le moral est au plus bas, les blessés les plus graves meurent les uns après les autres, les corps des défunts sont enterrés dans la glace, bref, c'est un véritable cimetière à ciel ouvert. On est déjà le 4e jour et 5 rugbymen vont profiter d'une accalmie pour aller explorer les alentours et tenter une première expédition. Mais mal équipés, les pieds et les mains gelés, ils font vite demi-tour. Bref, cette première sortie est un fiasco. Pire, les survivants prennent conscience qu'ils sont loin, mais alors très loin, des plaines chiliennes. Il va nous falloir plus qu'une carte pour nous sortir d'ici. On n'est pas arrivé à franchir une colline sans se casser la gueule. À cette altitude, sans vivre, faibles comme des chatons. Ou on est secouru, ou on meurt. Une troisième solution vient pourtant de traverser l'esprit de Nando, mais est-elle seulement envisageable ? J'ai dit à Carlitos qui dormait à côté de moi que je pensais à une solution. Il a tout de suite compris et m'a répondu « Non, on ne peut pas ». Ensuite, il a été raconter cette histoire à Adolfo Strauss et aux autres. Eux aussi y avaient déjà pensé. En fait, on y avait déjà tous pensé en se disant qu'on ne le ferait pas nous. Mais c'était désormais choisir de vivre ou de mourir. On a choisi de vivre. Cette solution inavouable, indicible, celle à laquelle personne ne voudrait être confronté, c'est se nourrir des corps des morts. Des corps inanimés, préservés par la neige et le froid, qui constituent pourtant une source de protéines indispensable pour survivre. Ces mêmes corps qui sont aussi et surtout les amis, les parents et les coéquipiers des survivants. Et là, je vais vous laisser 2 minutes pour digérer l'info. Un autre élément de torture, c'est leur foi qui les empêche de commettre cet acte irréparable. Vous le savez peut-être, mais les Uruguayens sont de fervents catholiques et pour eux, l'anthropophagie, donc le fait de consommer de la chair humaine, c'est un blasphème, c'est même la transgression ultime. Pendant des jours, les survivants vont peser le pour et le contre. Pour Gustavo Zerbino, c'est Dieu qui les met à l'épreuve et il refuse catégoriquement de commettre ce péché. Mais Antonio Visitin, par exemple, a lu une toute autre lecture de la religion. Pour lui, ce n'est pas un sacrilège, mais au contraire un sacrifice divin, un peu de la même manière que l'on mange le corps du Christ lors de la communion. Pour d'autres encore, c'est un retour à l'état primitif, à l'image des premiers hommes. L'oreille collée à sa radio de fortune, le capitaine de l'équipe apprend que les recherches pour les retrouver sont arrêtées. Pour la première fois depuis le crash, ses jambes le lâchent. Il nous croit morts. C'est clairement un enterrement avant l'heure qui les pousse à passer à l'acte. Roberto Canessa ramasse un bout de verre et fait la première entaille. Puis, les uns derrière les autres, telle une procession religieuse, il découpe de fines lamelles de chair humaine et les avale avec dégoût. Bon, clairement, moi perso, à ce moment-là, j'ai détourné le regard. Je vous conseille de faire pareil, hein, pour les âmes sensibles. Mais en tout cas, rassurez-vous, ils mangent le minimum, c'est juste pour survivre. Mais ce soir-là, ils prennent aussi une décision qui va avoir son importance, celle de faire don de leur corps pour ceux qui ne survivraient pas. Dehors, les conditions se sont encore dégradées et même s'ils ont repris quelques forces, ils vont décider tous ensemble d'attendre le retour du printemps pour tenter une nouvelle expédition. Bref, le calvaire va encore durer au moins 1 mois supplémentaire. Mais pendant cette interminable attente, le groupe reste soudé, solidaire, organisé. Bref, ils appliquent les valeurs apprises sur le terrain qui leur permettent surtout de ne pas tomber dans la dépression, de ne pas sombrer dans la folie. 16 jours après le crash, une avalanche engloutit l'appareil. Cette nuit-là, 8 nouvelles autres personnes meurent, dont le capitaine de l'équipe de rugby, Marcelo Pérez. Ils ne sont désormais plus que 19 rescapés, pris au piège dans la carlingue. Et comme si c'était pas déjà assez dramatique, ils sont obligés de se ravitailler les uns devant les autres. Au 19e jour, l'équipage parvient enfin à se frayer un chemin vers l'extérieur. Avec l'énergie du désespoir, Fernando Parrado, Antonio Visitin et Roberto Canessa
se portent volontaires pour aller tenter de retrouver les batteries de l'avion pour enfin communiquer avec l'extérieur. Ils y arrivent enfin après 8 jours de marche, mais malheureusement ils n'arriveront jamais à faire fonctionner cette radio. Maintenant ils le savent, ils n'ont plus le choix, ils devront chercher les secours par leurs propres moyens. Nous sommes au début du mois de décembre, 61 jours après le crash de l'avion, et la neige commence enfin à fondre. Alléluia! Le même trio de courageux décide de descendre la montagne. Et cette fois, pas de retour possible parce que les 13 rescapés restés au camp leur ont donné toutes leurs provisions et leurs vêtements les plus chauds. Les premières nuits sont fraîches et le trinôme progresse lentement dans la neige. Et pour cause, dès qu'il pense enfin atteindre un sommet, une autre crête apparaît. Épuisé, Antonio Visintin abandonne au bout de 3 jours de marche et parvient presque miraculeusement à regagner le campement. Les jours rallongent lorsqu'enfin le duo aperçoit au loin des parcelles noires. Au bout de 10 jours d'efforts, l'herbe nourricière remplace la neige meurtrière. En s'enfonçant dans la vallée, les deux hommes rencontrent des vaches, puis un muletier de l'autre côté d'une rivière. C'est la première fois depuis 71 jours qu'ils voient un autre être humain. Le muletier est lui aussi sous le choc, il comprend qu'il y a eu des survivants au crash aérien. Le 22 décembre 1972, Fernando Parrado monte dans un hélicoptère pour guider les secours et aller retrouver les rescapés restés là-haut. C'est la fin d'un cauchemar de près de 2 mois dans les montagnes. Hospitalisés à Santiago, les survivants souffrent de malnutrition, de déshydratation et de mal aigu des montagnes. Et rendez-vous compte, en moyenne, ils ont perdu 29 kilos depuis le début de leur calvaire. La nouvelle fait la une des médias du monde entier et les 16 survivants du vol 571 sont accueillis en héros. Les Uruguayens les considèrent même comme des miraculés. Mais très vite, les journalistes les questionnent. Comment ont-ils fait pour survivre pendant 72 jours dans des conditions extrêmes, sans eau ni nourriture? La vérité ne tarde pas à éclater et le grand public découvre avec effroi qu'ils ont dû recourir à l'anthropophagie. Le Chili, qui ne veut pas être mêlé à cette histoire, est très embarrassé et demande même aux survivants de taire les éléments les plus dérangeants de leur survie. C'est la raison pour laquelle 3 jours avant Noël, les rescapés organisent une conférence de presse pour se réapproprier leur histoire et livrer leur version des faits. Si Jesús, en la última cena, repartió su cuerpo y sangre a todos sus apóstoles, ahí nos estaba dando a entender que nosotros debíamos hacer lo mismo, tomar su cuerpo y sangre, que se había encarnado. Y eso, que fue una comunión íntima entre todos nosotros, fue lo que nos ayudó a subsistir. Dans la foulée, les églises uruguayennes et chiliennes leur accordent absolution, tout comme le pape Paul VI. Alors c'est surprenant que cela puisse paraître, 40 ans après le drame, les survivants sont revenus sur les lieux du crash avec leur famille à l'occasion d'un documentaire tourné par un ancien camarade de classe, Gonzalo Arijon. C'est aussi l'occasion pour eux d'essayer de donner du sens à ce qui leur est arrivé, et d'ailleurs le documentaire donne lieu à des scènes surréalistes, presque mystiques. Nous avions 19 ans. Nous sommes partis et nous sommes revenus avec nos enfants qui ont le même âge qu'eux à l'époque. Je pense que pour nos amis, c'est le plus beau cadeau. Pour moi, mes parents vivent en vous. Vous vous êtes peut-être posé la question, mais ici on a fait exprès de parler d'anthropophagie et non pas de cannibalisme, pour la simple et bonne raison que le cannibalisme c'est une pratique culturelle souvent associée à un rituel. Quoi qu'il en soit, on n'y a pas recours pour pallier une carence alimentaire. En tout cas, ce qui est certain pour nous, c'est que cette histoire ne peut pas se résumer à qui a mangé quoi. Ces 16 rescapés sont des miraculés. Entre l'avalanche, le crash quand même, la faim et le manque d'eau, ils auraient dû mourir au moins 10 fois,
mais à chaque fois, ils ont su repousser les limites de l'impossible. À noter quand même que s'ils ont survécu, c'est parce qu'ils étaient jeunes, sportifs et que les valeurs d'entraide apprises sur le terrain leur ont permis de ne pas sombrer dans la folie et de rester soudés quoi qu'il en coûte. Et juste pour que vous réalisiez l'exploit qu'ont réalisé Fernando Parrado et Roberto Canessa en réussissant à atteindre les plaines chiliennes en moins de 10 jours, plusieurs années après le drame, des guides andistes, donc vraiment spécialisés quand même, et qui connaissaient la nature, ont essayé de réaliser le même parcours avec des GPS, de la nourriture, bref, un équipement complet, et ils n'ont jamais réussi à refaire le même chemin en moins de 10 jours. Morale de l'histoire, on file tous s'inscrire dans un club de marche. Ouais, vas-y. En tout cas, bravo si vous avez réussi à tenir jusque-là. On espère malgré tout que le sujet de la vidéo vous a plu, ou à défaut qu'il vous a permis de vous questionner sur la condition humaine. Nous, on vous souhaite un très bon mondial. Allez les bleus, ciao!